bien le bonjour, messieurs, dames, et bienvenue pour le 5e numéro de Menu Crowdfunding, avec un bel accent crowdfunding. Ludovic, si tu nous regardes, je suis tes conseils, je commence la vidéo en facecam total, puis je vais basculer sur le menu habituel. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bref, on se retrouve pour cette nouvelle fournée, 5e émission donc du Menu KS. Je partage l'écran habituel. On va commencer avec la chaîne comme d'habitude. Et là, ce moment intense de tristesse. Qu'est-ce que vous avez fait, les gens? Faire mûrir en moi cette attente, de voir cette progression semaine après semaine, et puis là, d'un coup, perdre 40 vues, non 35. Quelle tristesse. Non, c'est pas spécialement très grave. Honnêtement, on s'en fout un petit peu, mais bon, ça serait plus plaisant d'avoir un petit peu plus de monde, de voir ce chiffre qui augmentait semaine après semaine, c'était toujours agréable. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des hauts et des bas, c'est pas bien grave. On verra bien ce que ça donne la semaine suivante. Les abonnés continuent à monter progressivement, très légèrement, 29. Bon, rien de bien grave. Vous regardez ce qui vous tente, c'est pas un souci, les gars. Et les filles. Alors, ensuite, on va se lancer. On ouvre sur une campagne déjà finie. Une fois n'est pas coutume. Tiens, attendez, j'adore agrandir un peu ma tronche parce que, non pas par pur narcissisme, mais parce que simplement c'était un petit peu trop petit. Je trouvais ça moins agréable à l'œil la semaine dernière. Voilà. Je sais pas si ça fait vraiment une différence pour vous d'ailleurs. Moi, si, je pense quand même. Alors, donc on commence par une campagne déjà terminée. Je crois que c'est la première fois, mais on le fera rarement de toute façon. C'est juste que là, c'était la campagne de ces 6 premiers mois finalement, hein. Je pense que c'était la campagne de ce début d'année, de cette première moitié d'année 2021 avec The Witcher Old World. Ça y est, la campagne est terminée. Et on a fait un énorme score, hein, comme vous voyez ici, 45 156 contributeurs pour 6 800 000 euros sur l'ensemble de cette campagne. Une bien belle campagne, une super belle réussite. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, il y avait une campagne exclusivement réservée aux Polonais, pour la langue polonaise en fait, qui, si le convertisseur de monnaie a bien fait son travail, me disait qu'il y avait 1,5 million plus ou moins d'euros supplémentaires. Donc on serait arrivé à 8 millions 3, 8 millions 4 d'euros pour cette campagne de Witcher Old World. C'est quand même un énorme succès pour la compagnie donc Go On Board, qui n'est pas spécialement habituée à faire des aussi gros scores. Je crois que j'avais montré rapidement ce qu'ils avaient pu produire précédemment, 1800, 2900. Voilà, c'est quand même bien loin des scores, du score qu'on vient de constater sur la campagne de The Witcher. Une bien belle campagne, très honnêtement, avec des stretch goals qui sont venus ajouter progressivement de la valeur à l'ensemble des niveaux de pledge, hein. Même le pledge de base est bien plus intéressant à la fin de la campagne qu'il ne semblait l'être au tout début. Voilà. Alors, vous aurez certainement remarqué entre-temps que on avait l'extension avec Siri, donc certains des contributeurs qui se plaignaient un peu de l'absence de personnages féminins d'importance sont maintenant satisfaits. Un personnage féminin supplémentaire exclusif à Kickstarter en la personne de Siri, qui certes, en termes de lore, n'est pas censée être présente 500 ans avant la période de Geralt, mais comme elle est dans le lore capable de voyager plus ou moins dans le temps, l'espace et le temps, ça peut justifier sa présence ici. Voilà, donc une bien belle campagne qui sera certainement pas facile à battre d'ici la fin d'année, hein. On voit pas quand même des campagnes à 7 millions tous les jours. On en voit une ou deux par an qui fait ce genre de score-là. Voilà, pour ce qui est de The Witcher Old World. Ensuite, petit passage, parce que sinon je vais l'oublier, puisque ce n'est pas sur KS, mais sur Game on Tabletop. La campagne française de Maximum Apocalypse continue. J'allais dire les bas sont pleins, mais en fait pas tellement. Ils avaient 110 contributeurs français, enfin francophones. La semaine dernière, ils en sont à 187, ce qui n'est pas une énorme augmentation, mais bon, après, c'est une campagne francophone uniquement. Donc, bon, les chiffres n'allaient pas de toute façon atteindre les 1500, je pense. Il y a moyen qu'ils atteignent encore un chiffre bien plus intéressant, puisqu'il reste à l'heure actuelle 10 jours de campagne. Donc, bon, rien n'est perdu. Je pense que ce n'est pas non plus un échec en soi, hein. 187 pour une campagne franco-française, c'est déjà pas si mal. Mais bon, d'ici 10 jours, je sais pas, j'ai pas trop l'habitude de regarder Game on Tabletop, mais est-ce que ça peut atteindre 1000? Je pense pas quand même.
vu le rythme de la campagne actuellement. Je sais pas, 700, 800 peut-être, mais bref, ça n'a aucune importance. Voilà, donc n'oubliez pas la campagne française francophone de Maximum Apocalypse pour l'extension Wasted Wilds. On revient sur KS avec un jeu pour lequel il ne vous reste plus beaucoup de temps, 22 heures au moment où je tourne, ce qui veut dire qu'au moment où la vidéo sera en ligne, il restera certainement entre 10 et entre 7 et 10 heures, j'imagine. Donc il faudra vous dépêcher de regarder la vidéo et ensuite d'aller voir la page si ça vous intéresse pour aller éventuellement backer Adele, ce petit jeu espagnol de un contre tous dans un vaisseau spatial. Les cosmonautes qui sont sur le point de se faire lâchement assassiner par une intelligence artificielle. Adele était à combien 719 contributeurs la semaine dernière, donc belle progression, comme souvent c'est le cas dans les dernières heures, les derniers jours et les dernières heures de campagne, puisqu'ils sont maintenant presque à 1000 contributeurs, donc ça va dépasser les 1000 je pense d'ici les 22 heures de la fin de la campagne. Peut-être même un 1200 si on est un petit peu ambitieux. Donc c'est finalement pour un premier projet de DMZ Games plutôt un joli résultat. Mais c'est vrai que le jeu a de quoi plaire, avec une jolie direction artistique, un gameplay qui a l'air relativement sympa, ma foi. Donc pourquoi pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il reste très très peu de temps. On passe ensuite à Buru, et oui, je ne sais toujours pas le prononcer, je sais bien. Alors, Buru a dépassé les 1000 contributeurs. La semaine dernière, ils étaient encore à 860. Là encore, il reste assez peu de temps, mais bon, plus de 2 jours quand même, 2 jours et demi. Donc, vous aurez encore suffisamment le temps, après avoir vu cette vidéo, pour aller voir, pour aller jeter un coup d'œil sur la campagne. Toujours cette très jolie direction artistique, le matériel qui a l'air très très sympa, mais comme je le disais précédemment, des niveaux de pledge assez chers d'entrée de jeu, hein, puisque si je me souviens bien, on était très rapidement sur du 99 € si on voulait l'ensemble du gameplay, que je vous retrouve ça rapidement. De toute façon, vous pourrez aller voir sur les vidéos des semaines précédentes. Évidemment, quand je cherche, je ne trouve pas. Sinon, vous pouvez tout simplement aller regarder ici, ça sera plus rapide. Voilà, 59 pour le jeu de base, mais je crois 79 pour Border Deluxe, mais sans l'extension. Voilà, le gameplay all-in 99, voilà. Pour le jeu en deluxe, certes, plus une extension, 100 € pour une compagnie, Crafty Games, pas spécialement très reconnue pour l'instant dans le secteur. Ça peut être tentant. Franchement, le matos a l'air très très sympa, le jeu a l'air pas mal du tout. Bon, voilà, si ça vous tente, je le comprendrai aisément. Ça a l'air assez sympa. On continue avec Final Fusion, que j'avais rapidement abordé la semaine dernière, en provenance de Guindy, qui avait produit le joli succès qu'était Enchanters, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'une campagne francophone par Mythic Games. Et ben, Final Fusion, ça n'a pas marché aussi bien du tout. 157 contributeurs et comme vous le voyez, c'est cancelled. La campagne a été annulée par Guindy, certainement pour revenir, comme le message l'indique ici, hein. I'll be back. Donc bon, ils reviendront d'ici quelques semaines, voire quelques mois, le temps d'avoir peut-être repeaufiné quelques détails, retravailler un petit peu peut-être leur communication qui était peut-être un peu lacunaire, je ne sais pas. Donc voilà pour ce qui est de Final Fusion, que vous retrouverez donc prochainement, certainement sur Kickstarter. On termine, non pas termine pas du tout. Je ne vais pas faire une vidéo de 5 minutes, ça n'a aucun sens. Non, non, on continue pardon, avec Eldfall Chronicles. Donc ce jeu qui, encore une fois, était très sympa en termes de direction artistique, qui avait l'air d'avoir un gameplay relativement satisfaisant, mais qui était très très cher dès lors qu'on voulait les 4 factions de base. Voilà, 120 € pour un premier projet de cette compagnie polonaise Free Company. Je peux comprendre que certaines personnes soient un peu récalcitrantes vis-à-vis de ce pledge, sachant que c'est même pas le all-in, hein. Le all-in est ici à 199. Bon, c'est un peu chéro pour un premier projet dont on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut véritablement, si ce n'est que les miniatures pardon, sont absolument magnifiques, que le matos a l'air vraiment très satisfaisant. Mais bon, aucun véritable retour sur expérience, pas de vraie review sous la main. Donc bon, c'est un petit peu délicat d'aller pledger. Et ça transparaît en fait dans les contributions, puisque on est passé de 505 à 519, de 519 à 506, et là on continue à descendre un petit peu, à désormais moins de 500 contributeurs. Il est temps que cette campagne se termine, même si ça a l'air en soi intéressant malgré tout.
Keystone, je vous avais expliqué la semaine dernière que j'avais contribué, concordance des temps s'il vous plaît, à hauteur de 65 $ pour la version Deluxe. J'ai gardé mon pledge bien évidemment. On a dépassé les 1000 contributeurs, puisqu'au moment où j'avais contribué moi, j'étais à 963e si je ne me trompe pas, contributeurs, et donc maintenant on est à 1070 pour Keystone, ce bien joli jeu de construction de tableaux, de collection, euh, avec la faune et la flore nord-américaine, avec ces illustrations absolument magnifiques, et donc avec le solo, avec 20 scénarios différents. Enfin bref, ça a l'air d'être vraiment un très beau projet, à bien des sens d'ailleurs, hein, dans tous les sens du terme. J'avais pris l'édition Deluxe parce qu'elle vient fournir des illustrations sur les plateaux, même si ça, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est surtout pour le playmat qui vient accueillir les ressources, les cartes, enfin bref, la rivière de cartes et de ressources, qui était un peu plus intéressant. Peut-être les tokens un peu de meilleure qualité également. Donc voilà pour ce très joli petit jeu. Premier projet aussi, hein, pour Rose Gauntlet Entertainment. Donc voilà, Keystone, il vous reste encore 5 jours. Prenez votre temps si ça vous tente. Ça a l'air d'être vraiment un joli petit projet. S'ensuit le suivi de la campagne très légère de Dukes of Nukes, donc les seigneurs des armes nucléaires, si on veut. Dukes of Nukes, alors c'est le moment où je me perds un peu dans mes carnets. Non, 163 la semaine dernière, 217. Bon, vu les chiffres de la semaine dernière, c'est une évolution assez naturelle, d'environ 60 personnes, plus ou moins, pour ce petit jeu d'ambiance sur une thématique d'armes nucléaires qu'on s'envoie sur la tronche les uns les autres. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un ornithorynque, mais bon, ça peut être marrant. Les jeux d'ambiance, c'est pas tellement mon truc, vous le savez désormais. On continue avec Space Kraken, qui était à 1270 la semaine dernière et qui est maintenant à 1500 tout rond. Je vous rappelle la présence d'une version francophone pour ce jeu. Il vous reste encore 5 jours, hein, pour ce dungeon crawler de science-fiction avec aucun plateau, mais un livre que l'on va ouvrir et qui va servir aussi de plateau de jeu, comment dirais-je, de fiches de personnages, etc. Voilà, un projet avec un matériel assez unique, assez original, qui moi m'attire pas outre mesure, ceci dit. Voilà. Donc pour Space Kraken. On continue avec Robot Quest Arena. On en avait parlé également la semaine dernière de ce joli petit projet qui émane du créateur de Star Realms, si je me souviens bien. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais je vais juste vérifier par acquis de conscience. Ouais, c'est bien ça, Star Realms. Entre autres projets, Kappa plus récemment, qui n'avait pas fait un gros score. Donc, Robots Quest Arena, est-ce que je peux retrouver je crois que c'était à 3300 la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Et donc 4100, donc encore une jolie progression pour ce petit projet très mignon, comme on pouvait le voir, hein. C'est relativement familial, un jeu de combat d'arène avec des robots dans lequel un chaos n'est pas définitif, puisque vous revenez au sein de l'arène, vous respawnez, comme on dit dans le vocabulaire gamer, aussitôt que vous avez été mis KO. Avec en plus 3 robots supplémentaires si vous prenez la version KS, hein, la version Deluxe. Voilà, donc pour ce petit jeu très mignon, très joli, très coloré, avec des miniatures pré-peintes très jolies. On continue avec Paris, l'étoile, l'extension de Paris, qui était sortie en 2020, si je ne me trompe pas. On me corrigera peut-être encore, parce que j'avais dit une connerie la dernière fois. Est-ce que je pourrais retrouver Paris brièvement dans ce foutu carnet où je mélange tous les projets? Il faudrait que je fasse un Excel, ce serait beaucoup plus pratique au final. Alors Paris l'étoile, on était à 1458 la semaine dernière, donc progression de 150, 170 personnes. 1613 contributeurs à l'heure actuelle. Il vous reste presque une semaine, un petit peu moins, au moment où je posterai la vidéo, pour en faire l'acquisition. Bon, vous connaissez déjà Paris au moins de nom, hein, ce joli, enfin, c'est relatif. Moi, je trouve pas ça particulièrement très joli, mais disons qu'au moins ça met en valeur notre belle capitale, enfin belle, anciennement belle, désormais très sale. Je sais pas, je suis pas parisien. Donc pour l'extension qui contient aussi
avec l'extension Deluxe qui est accompagnée donc, du jeu de base, un très sympathique insert plastique fait par Meeple Maker. Et c'est donc une exclusivité Kickstarter, donc ça aussi c'est une raison supplémentaire de se pencher sur cette extension qui vous permet donc d'acquérir également la version de base. Sachez bien évidemment que vous trouverez une version française disponible puisque c'était déjà le cas pour le jeu de base en provenance de Game Brewer. D'ailleurs, je me souviens jamais, Game Brewer, ça vient d'où déjà? Juste par curiosité, parce qu'il y a un moment où je pensais que ça venait de. Enfin, que c'était un truc français. Mais en fait, je crois que pas du tout. Ah, d'accord, ils ont des bureaux en Belgique et aux US. Donc, bon, pas grande importance de toute manière. Mais c'était marqué ici de toute façon en Belgique. D'accord. C'est pour ça que je ressentais une certaine proximité. On continue avec Castlescape. C'est pas un jeu qui fait des gros scores de toute manière. Ce petit jeu de construction de château avec un matériel pas foufou de toute façon hein, sur une grille comme ça. Construction de château sur apparemment un même plateau mais en compétitif. Bon, bref, c'est assez étrange thématiquement parlant. Bon, bref, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Je trouve la DA assez, j'allais dire vilaine, disons très 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 sobre pour être sympathique. J'ai rien de particulier à dire, ça sert à rien de revenir trop longtemps sur la campagne. Ouais, donc le deck building, certes, ça peut être intéressant, mais ça a l'air assez basique et pas très très joli, même s'il existe des jeux vraiment super sympas avec un matériel et une esthétique pas forcément divine. Terraforming Mars. On continue avec Squaring Circleville qui n'a pas évolué des masses, je crois. 304 la semaine dernière, 398 pour ce petit jeu basé sur une ville américaine qui s'était construite sous un format donc concentrique. Ouh, je sors des jolis mots aujourd'hui. Mais qui finalement, ça n'avait pas satisfait les habitants qui avaient décidé de, comment dirais-je, de recadrer un petit peu tout ça, donc de reprendre un format plus commun en forme de carré. Et c'est en fait l'objectif de ce jeu. Vous allez devoir transformer, de réurbaniser en fait la ville de Circleville pour en faire quelque chose de plus carré, de plus pratique et susceptible de satisfaire ses habitants. Donc une évolution assez lente sur ce projet, mais il faut bien dire, il faut bien avouer que les coûts sont loin d'être aussi sympathiques que le projet ne semble l'être, puisque quand même 70 € pour ce petit jeu avec un matériel tout ce qu'il y a de plus banal, pas de figurines, rien de très déluxifié, des frais de port pas spécialement chers, mais pas spécialement non plus, comment dirais-je, abordable plus qu'autre chose. Donc ça fait quand même 70 plus 12, quand même 81, 82, 80 €, plus éventuellement la TVA. Je ne sais pas si elle a été déjà ajoutée ou si elle sera ajoutée par la suite. J'ai pas fait gaffe. Ça fait quand même très très cher pour un jeu quand même relativement de taille moyenne. Je pense que c'est aussi un des arguments qui explique ce score relativement faible. Pour un jeu qui était quand même un petit peu attendu, en tout cas outre-Atlantique. Jungla, bon, on en a déjà parlé, hein, je ne vais pas non plus tirer sur l'ambulance. J'avais déjà dit que c'était un gros bid, ça continue. Je crois qu'ils n'ont même pas pris un seul contributeur. Ils ont peut-être même perdu des contributeurs depuis la dernière fois. J'ai la flemme d'aller rechercher les infos, je vous avoue. J'ai trouvé 48. Si, ils ont pris un contributeur, quelle mauvaise langue je suis. Bah, quoi qu'il en soit, à 8 jours de la fin, il y a très très peu de chances que le projet soit financé à terme. Il faut dire qu'ils avaient quand même mis 23 000 € dans l'objectif, ce qui est quand même pas rien pour une première campagne de cette compagnie italienne. Il faut dire que bon, l'apparence, hein, le visuel est encore une fois la première chose que l'on peut voir dans une campagne, et c'est pas une campagne qui visuellement attire tant que ça. Et en plus, si je me souviens, des niveaux de pledge un peu bizarres où on avait des masques, voilà, alors que bah, au moment où le jeu sera livré, les masques ne seront certainement plus aussi nécessaires qu'ils l'ont été. Ils ont diminué un petit peu le prix de leur pledge, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est peut-être juste une impression d'ailleurs. Bref, on va pas s'appesantir sur Jungla. On continue avec Dwarves Winter et l'extension The Lost Tribes, qui par contre avait fait un joli petit début. Non, c'est pas un début en fanfare non plus. Ils avaient fait 764 en première semaine. Ils sont à 904. Donc légère augmentation pour ce
Ce jeu plutôt très bien noté sur BGG, hein, et avec une masse de figurines, ma foi, très agréable également. Hein, c'était un petit jeu de deck building semi-coop, semi seulement, attention, avec un vainqueur, bien entendu. Avec une extension qui venait ici via donc, les ogres, les nains de cristal et les sans-mêlés apporter un peu d'asymétrie et donc de rejouabilité. Donc, avec bien entendu une occasion supplémentaire de mettre la main sur le jeu de base. Donc, une campagne qui a l'air d'être relativement intéressante pour les gens qui n'ont pas pu mettre la main sur le jeu de base à l'origine et qui seraient tentés d'en profiter pour acquérir le jeu de base et cette nouvelle extension The Lost Tribes. Je vous rappelle, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'il y a une version française en PDF. Voilà pour Dwarfs Winter and the Lost Tribes. On continue avec King of the Pitch, encore un joli petit bid. Ils étaient 11 la semaine dernière. Il y a un courageux supplémentaire qui est venu s'ajouter. Mais il sera sur le banc du coup. Hein. Il y a 11 titulaires seulement. Hein. 12, c'est déjà un de trop. Quoi qu'il en soit, le jeu n'est pas financé pour l'instant. Et si je me souviens bien, aucune des campagnes de ce petit éditeur n'avait fonctionné. Oui, c'est bien ça. Aucune des 3 précédentes campagnes n'avait été financée. Bah, apparemment, c'est pas King of the Pitch qui va changer grand-chose. Donc, bon, ça va passer certainement aux oubliettes. Peut-être que ça va être annulé d'ici quelques jours, je sais pas. Si vous êtes gros fan de foot, allez-y. Sinon, il y a aussi Portal Games, comment dirais-je, l'éditeur notamment de Robinson Crusoe, entre autres, qui vient d'annoncer et qui vient de dévoiler le draft de sa campagne pour Eleven, un peu le football manager sur plateau apparemment, pour dans 3 mois environ. Ça a l'air quand même bien plus intéressant, mais bon, ça c'est purement subjectif. J'ai l'impression d'être très flou aujourd'hui. Est-ce seulement une impression? Peu importe. On continue avec l'île des chats, avec son extension Kittens and Beasts, autrement appelée pour la campagne Don't Forget the Kittens. Alors, l'île des chats, c'était quelques pages plus haut. Voilà, c'était ça. 6857 la semaine dernière, 1300 de plus quasiment cette semaine avec 8118 contributeurs. Il vous reste un peu moins de 2 semaines. Je ne présente plus, hein, le jeu n'est plus à présenter. De toute façon, hein, il a fait un énorme succès la première fois. Cette campagne continue de démontrer la popularité de ce jeu, qui en plus s'accompagne cette fois-ci d'un très joli insert en bois qui plus est, pas pour tous les pledges, je vous rassure. Enfin, c'est pas vraiment rassurant ceci dit, mais c'est l'occasion donc de, en plus, acheter un joli petit insert en bois, très joli. C'est une extension qui va aussi vous fournir donc des nouveaux plateaux de bateaux, de nouveaux chats bien sûr, de nouvelles petites créatures, des petits chatons tout petits également. Jeu hyper populaire depuis sa sortie avec plus ou moins 8.0 je crois de moyenne sur BGG si je me souviens bien. Encore plus de rejouabilité pour ceux qui s'en sont éventuellement lassés ou pas lassés, mais qui voudraient ajouter encore un petit peu plus à ce qu'ils ont déjà pu expérimenter avec le jeu de base. Foncez dessus. Si ça vous tente, moi j'avoue que les jeux sur les chats, bon, ça m'attire pas outre mesure visuellement. J'aimerais bien le tenter, j'aimerais bien le tester un jour ou l'autre, mais de là à l'acquérir, bon, peut-être pas. S'ensuit Mechanical Beast, en provenance de Side Room Games, qui avait fait la réimpression de Maki, le jeu solo. Celui-ci aussi a un mode solo. Je crois même que c'était à l'origine un jeu solo qui désormais est disponible pour 1 à 4 joueurs, hein, avec une certaine, comment dirais-je, similitude, plusieurs similitudes d'ailleurs, similarités, avec Subterra, avec donc cette pose de tuiles qui vont aller orienter notre cheminement au cœur du ventre de la bête mécanique dont nous devons nous échapper. Si je me souviens bien, comme souvent avec Side Room Games, le niveau de pledge n'était pas non plus trop onéreux. Voilà, 24 $, c'est vraiment pas très très cher, ou 40 si vous voulez votre nom en plus dans la boîte, c'est ça, oui, c'est le seul apport supplémentaire, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ouais, 24, 25 $, plus les frais de port qui n'étaient pas non plus spécialement chers. Donc, a priori, c'est quand même un joli petit pledge pour ceux que ça tente.
ça m'intéresse de l'essayer, mais pas au point d'aller le pledger. Euh, mais ceci dit, Mechanical Beast, comme souvent pour Sideroom Games, sans faire des scores énormes, fait plutôt une jolie petite campagne. Alors, revenons-en à la suite avec Adventure Tactics pour l'extension Adventures in Alchemy, qui était la semaine dernière à 1085. Ils sont à 1430, donc 400, enfin 350 contributeurs supplémentaires pour ce jeu très bien noté sur BGG et qui fait partie des jeux favoris du fondateur de Dice Tower, même si on m'a fait remarquer à très juste titre que là encore, c'est une opinion purement subjective et qu'il arrive que les opinions des youtubeurs critiques de jeux de société ne soient pas du tout alignées sur les nôtres et c'est tout à fait exact. Donc, un jeu rempli là encore d'un paquet de figurines, si vous les voulez. Elles ne sont pas toutes nécessaires. Certaines sont en add-on, surtout pour les ennemis. Donc là, les packs de figurines d'ennemis ne sont pas du tout nécessaires. Vous pouvez les remplacer par des standees. Bref, Adventure Tactics, c'était une campagne coop avec mouvement de grille, enfin mouvement sur grille pour un jeu d'un peu façon escarmouche, avec des jets de dés, un dungeon crawler en campagne. Ça a l'air assez sympa. La DA était plutôt jolie, bien que un petit peu enfantine sur les bords, mais quand même attrayante à l'œil. J'ai pas joué au jeu de base. La DA étant malgré tout très jolie, m'attire pas outre mesure non plus. J'utilise beaucoup trop cette expression outre mesure, hein, alors que j'élargisse un petit peu mon panel de vocabulaire. Donc, panel, n'importe quoi. Adventure Tactics pour Adventures in Alchemy est pour l'instant à 1430. 1430. Vous avez encore à peu près 2 semaines pour vous faire une opinion sur le jeu. Fall of the Mountain King, qui fait là également une très jolie campagne. Hein. Burnt Island Games fait souvent de jolies campagnes. Vous vous en souvenez, je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est la préquelle de In the Hall of the Mountain King. Ils étaient à 1919 la semaine dernière. Ils ont pris donc 600 contributeurs tout rond en une semaine. Il vous reste suffisamment de temps pour aller découvrir ce jeu de draft, de contrôle de territoire et de placement de tuiles. Avec évidemment quelques petites miniatures, mais avec très peu de moules différents. Hein. C'est plusieurs fois les mêmes figurines, très généralement. Oui, il y avait une version française, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on continue avec Fighters of the Pacific, ce jeu qui se déroule bien entendu dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, en combat aérien entre les Japonais et les Américains. Un petit jeu de wargame, donc de jeu de guerre. Donc un jeu un peu de niche quand même. Ça n'attire pas forcément les mêmes personnes que les jeux de plateau plus généralistes, si je puis dire. Mais attention, c'est une compagnie française, messieurs, dames. Donc un petit peu de patriotisme, de chauvinisme, je sais pas. Bon, j'avoue que moi assez peu parce que le jeu m'attire pas. Enfin, c'est pas mon type de jeu. Je serais pas contre l'idée de le tester un jour, mais les wargames m'attirent pas outre mesure. Ensuite, encore un jeu qui avait un petit peu bidé la semaine dernière et qui n'a malheureusement pas convaincu plus les contributeurs cette semaine, puisqu'ils ont même perdu 2 contributeurs. Ils étaient à 46 la semaine dernière, 44 désormais. Bon, rien de très spécial à dire. Hein. Je ne vais pas passer trop longtemps sur les projets qui ne marchent pas, d'autant que celui-ci, c'est la 3e fois déjà qu'il est en campagne et la 3e fois qu'il va visiblement échouer. Donc, il va peut-être falloir l'annuler cette fois peut-être définitivement ou vraiment, vraiment rebosser très largement dessus et sur la communication aussi parce que visiblement ça marche pas du tout. Hein. Au bout d'un moment, il n'y a pas, hein, il y a pas, il y a pas à chier contre un ventilateur quoi. Hein, voilà. On continue avec Fjordar. Fjordar qui était un petit peu un coup de cœur personnel, mais qui aussi ne marche pas. Il faut être honnête. Fjordar était à 395 la semaine dernière, donc ça évolue un petit à petit. Chaque semaine, ils prennent entre 60 et 100 contributeurs, mais c'est pas vraiment suffisant. Quoique, si ça continue comme ça en 15 jours, ils vont réussir à financer. Mais comme j'avais expliqué la semaine dernière, ils ont fixé un objectif peut-être un petit peu trop élevé pour une toute première campagne, hein, parce que je rappelle que
Go to PC's Game, en provenance de Norvège, en est à sa toute première campagne, son tout premier projet. C'est un gros jeu qui mêle plein de mécaniques très sympas, euh, un matériel lui aussi plutôt agréable à l'œil, vraiment plein de choses pour me plaire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cher pour un premier projet chez un éditeur que l'on ne connaît pas encore, même si j'imagine qu'ils ont une certaine expérience par chez eux avant d'avoir lancé cette campagne Kickstarter. Moi, il me plaît beaucoup, mais pas suffisamment pour aller sortir 78, plus les frais de port qui pour le Japon étaient assez conséquents. Je vous encourage à vous y intéresser encore une fois, même si moi je n'irai pas personnellement, parce qu'il me semble qu'il vaut la peine, même si je pense que finalement il serait peut-être mieux loti en annulant cette campagne pour la relancer d'ici quelques mois après avoir fait un peu plus de com dessus. Mais bon, Fjordar, la campagne continue donc malgré tout. Intéressez-vous, intéressez-vous-y. C'est dur le français, c'est dur. On continue avec Starframe, petit jeu, donc très très court, temps de parole dessus, 109 la semaine dernière, 133 pour ce petit jeu de construction de decks, combats spatiaux et apparemment un peu de tricherie au sein du gameplay lui-même. Bon. Voilà, rien qui m'attire particulièrement. La DA est pas, c'est très très cheap quand même. C'est pas vilain, mais c'est très très cheap. Voilà. Voilà, le pledge n'était pas spécialement très très cher. Bon, si ça vous tente, si vous êtes plutôt fan des jeux ayant rapport avec les vaisseaux spatiaux, l'univers, l'espace, etc., pourquoi pas. Ensuite, Cutthroat Cove, ce jeu d'ambiance, ce jeu de party, avec un thème de pirate, dans lequel on va bien évidemment se trancher la gorge l'un l'autre, cutthroat, coupe-gorge, en essayant de se chipper les trésors les uns les autres, mais je crois qu'il ne faut pas les choper tous, parce que si on les chope tous, finalement on perd. Donc c'est le petit twist de ce jeu d'ambiance à l'allure assez sympa, je trouve. J'aime bien le design visuel. Bon, 5 à 8, attention, c'est seulement si vous avez deux decks. Sinon, si je me souviens bien, c'est de 1 à 4. Enfin, non, pas de 1 à 4, de 2 à 4. Ça me semblerait logique. Oui, 2 à 4, puis 5 à 8 si vous prenez deux decks, bien évidemment. Ce petit jeu d'ambiance, 212 contributeurs alors qu'ils en étaient à 82 la semaine dernière, donc plutôt une jolie évolution. Il vous reste 2 semaines et demie pour aller vous y intéresser. C'est assez sympa, mais encore une fois, jeu d'ambiance, pour moi, c'est non. War Room, j'avais dit que j'en parlerais plus en détail cette semaine, et puis en fait, ben, je vais pas le faire. Parce que bon, jeu de guerre, même s'il a l'air très joli, et qu'en plus il a ce plateau modulaire qui permet de varier la durée et aussi le nombre de joueurs pour chaque partie. Le globe tout entier pour 2 à 6 joueurs, 6 à 12 heures de partie, mais ça peut aller jusqu'à une seule partie de plateau pour permettre de s'affronter entre l'Empire, l'Empire, les nazis, enfin l'Allemagne nazie et le front russe, donc les soviets, l'URSS, pour une seule heure donc, et deux joueurs. Donc voilà, ce plateau modulaire façon puzzle qui vous permet d'aller agrandir, diminuer le nombre de joueurs, agrandir, limiter la durée de la partie. J'aime beaucoup le concept. Par contre, bon, ça reste un jeu de guerre, de wargame, et ça, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Par contre, si c'est votre cas, le jeu est disponible en français, donc en tout cas en PDF tout du moins, j'imagine. Peut-être que le livret lui-même sera en français, en papier, je veux dire. Ça, j'ai pas eu le temps de trop me pencher dessus cette semaine, mais le matos, c'est vraiment sympa pour les wargames, parce que généralement, les wargames sont assez arides visuellement parlant. Là, c'est quand même plutôt joli visuellement. Pourquoi pas un jour tenter, hein, je suis pas contre l'idée de tenter un wargame un de ces jours. Mais en tout cas, celui-ci fait plutôt une jolie campagne. Il était à 1113 la semaine dernière, il est à 1679, donc visiblement, bon, c'est quand même une seconde édition d'un jeu qui avait déjà trouvé son public précédemment. C'était d'ailleurs la seule campagne de Nightingale Games précédemment. Ils avaient fait une campagne pour la première édition avec 1700, ils ont déjà 1800 sur la seconde campagne, donc non, 1700, pardon. Donc joli petit succès encore une fois pour War Room deuxième édition. J'avais parlé très très brièvement aussi de Daimyo Senso, ce petit jeu de 1 à 8 joueurs malgré tout, sur comment dire, la guerre de prise de pouvoir
comment dirais-je, de centralisation du pouvoir au Japon durant le XVIe siècle entre les différents daimyo des différentes régions du Japon. C'est lui qui gagne à la fin. Je me suis pas trop penché dessus au final, hein, je vous avoue. J'ai regardé un petit peu rapidement hier soir, mais j'ai pas réussi à m'intéresser suffisamment. Chacune des factions a l'air d'avoir un côté un petit peu asymétrique qui, de ce point de vue-là, est sympa. En plus, le jeu n'est pas très très long. Si on prend en compte le fait qu'il est jouable de 1 à 8, c'est un jeu qui ne comporte aucune chance, hein, qui est basé sur la technique, sur la tactique. J'arrive pas à retrouver combien de temps prend une partie, alors que je suis sûr de l'avoir vu quelque part. Vous l'avez sans doute vu. En plus, la campagne n'est pas très longue. Je devrais pouvoir trouver cette information quand même. Ou pas. Je l'avais vu sur BGG certainement. Ou dans la vidéo. Bref, je l'ai oublié. Mais il me semble que c'était pas très 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 long compte tenu du nombre de joueurs que ça pouvait accueillir autour de la table. Bref, si ça vous intéresse, c'est un très très petit projet qui sera de toute façon pas disponible en VF. Pour Daimyo Senso la guerre des seigneurs de guerre. C'est un peu redondant quand on le dit en français. The Binding of Isaac, j'avais fait un petit aparté là-dessus parce que c'est le jeu, c'est pas le jeu préféré, mais c'est l'un des jeux favoris de Xavier sur PC. Énorme nombre de contributeurs, hein, presque plus que la première campagne du jeu de base il y a déjà quelques années. Si je me souviens bien, 38 000 à 36 000 à l'heure actuelle. Donc ouais, ils vont dépasser très certainement le score de leur présente campagne. Et on est à 4,5 millions en dollars. Donc c'est pas impossible qu'ils dépassent The Witcher, malgré tout. Donc une énorme campagne avec des pledges aussi pétés que le jeu. Du coup, automatiquement, c'est justifiable. On avait donc le pledge de base avec l'extension. Vous pouviez aussi avoir le jeu de base plus l'extension dans une sorte de valise comme ça pour 110 dollars. Et puis vous aviez ensuite des pledges complètement pétés à la fin avec des t-shirts, des bonnets et compagnie. Je le retrouve même pas tellement. Il y en a dans tous les sens. Voilà, ça doit être ça, ouais. Voilà, pour 800 dollars. Donc vous avez des t-shirts, le jeu précédent de la compagnie aussi quand même. Tout un tas de petites figurines du monde de Binding of Isaac. Donc voilà, si vous êtes fan du jeu, je pense que vous connaissez déjà l'existence de cette campagne et que vous aurez peut-être déjà sauté sur le train. Je suis en train de parler en franglais. Donc sauter sur la campagne de toute façon. Donc je ne vous apprends rien de spécial en faisant ce petit point. Il se trouve que Isaac était à 31 700 la semaine dernière, donc ils ont quand même pris presque 5000 contributeurs supplémentaires. 5000, c'est déjà un score rêvé pour bien des compagnies. Eux, ils le font en une semaine. Énorme succès, encore une fois, pour The Binding of Isaac. On entre dans les jeux que soit je n'avais pas encore traité la semaine dernière, soit ils sont nouveaux cette semaine. Donc, le premier est My Singing Monsters, que je n'avais pas traité la semaine dernière, mais qui était déjà sorti. My Singing Monsters. Alors, il est ici, voilà. Alors, premier projet pour Big Blue Bubble. Premier projet, certes, en tant que jeu de plateau, mais c'est évidemment la boîte qui est à l'origine de l'application My Singing Monsters, puisqu'à la base, c'est un jeu sur smartphone et tablette et compagnie. Donc, ils connaissent bien leur truc, c'est leur jeu à la base qu'ils vont juste, comment dirais-je, transcrire en jeu de plateau avec des figurines. Ouh, j'ai un truc qui est mal passé là. Excusez-moi une seconde. Ça va mieux. Donc des figurines prépeintes. Ma foi, pas très très jolies. Bon, après, on est fan ou on l'est pas. Je ne le suis pas. Un jeu de 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes. Pour 8 ans et plus, donc c'est évidemment un jeu avec lequel vous pourrez vous amuser en compagnie de toute la famille, de vos enfants y compris, si tant est qu'ils parlent anglais, parce que je crois qu'il n'y a pas encore de version française. Donc c'est une course à travers les îles du monde des monstres, avec des mécaniques tout à fait classiques de placement d'ouvriers, de course, comme je l'ai pu le mentionner déjà, et un plateau modulaire qui vient ajouter un peu plus de rejouabilité
qui évitera un petit peu ce sentiment de ennui progressif au fur et à mesure des parties. C'est toujours plus sympa d'avoir des plateaux modulaires. Le prix est relativement attractif pour un KS de base. J'allais regarder directement l'édition exclusive Deluxe, mais non, il faut d'abord regarder l'édition standard, et c'est là qu'elle est intéressante. Édition de base à 27 €. C'est relativement abordable, j'ai envie de dire. Alors, par contre, si vous voulez les miniatures déjà prépeintes, on atteint tout de suite 51 €, donc c'est un petit peu plus cher, mais ça reste relativement abordable pour ce qui est un jeu de KS, un jeu Kickstarter. Généralement un peu plus cher que les jeux du commerce, pas toujours bien évidemment, mais c'est souvent le cas. Donc, les frais de port, par contre, attention, j'avais noté que les frais de port sont beaucoup moins sympas que le prix de base, par contre. Allons revoir ça rapidement. Shipping, Canada 22, Europe 28 et Asie 29. Donc ouais, les frais de port sont beaucoup moins sympas que le prix du jeu de base. Donc c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Par contre, c'est un projet qui théoriquement devrait être livré en décembre, donc c'est relativement rapide si tant est qu'ils respectent leur planning. Ça pourrait être une idée de cadeau de Noël si ça arrive à l'heure. Mais pas de version française pour l'instant, il me semble, pour ce petit jeu. Donc, My Singing Monsters. Vous pouvez peut-être vous faire une idée avec le jeu sur tablette ou sur smartphone. Je ne sais pas s'il est gratuit ou pas. Bref, vous pourrez vous en faire une idée à partir de ça. Le matériel a pas l'air mal, ceci dit, hein. C'est juste que moi, la DA et les monstres me semblent un peu dégueulasses, mais après, ça, c'est une question de goût, hein. Tiens, j'avais dit que je passerais sur celui-ci, mais bon, comme il est là, je vais en parler très brièvement. Chaque semaine, hein, je ne proclame pas être parfaitement exhaustif sur toutes les campagnes KS. Il y en a toujours 5 ou 6 qui sautent par semaine. Je ne peux pas parler de tout, hein. Déjà que je passe 1h30, 2 heures sur chaque semaine cette vidéo. Donc je ne peux pas non plus toutes les voir. Bon, celle-là, on va passer rapidement dessus parce que je l'ai montré finalement. Donc Azra, War of Heralds, visiblement un jeu de 1 contre 1 dans un monde de fantasy comme vous pouvez facilement l'imaginer ici. 33 contributeurs. Bon, c'est financé hein, de toute façon, hein. Ils avaient fixé une limite à 6 000 $, ils en sont à 7 500, donc le jeu est financé. 33 contributeurs, 7 000 $, c'est que le jeu doit être assez cher. Je me rappelle plus honnêtement du prix. Alors si je me souviens bien, c'est du deck building, hein. J'avais regardé très 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 rapidement. Assez court, hein, puisque ça dure entre 15 et 25 minutes sur un monde de Medfan, Medieval Fantasy assez basique, comme on en voit souvent. Des stretch goals qui verront certainement jamais le jour parce qu'on est loin des 17 000 $, à moins qu'il y ait une grosse poussée d'un seul coup d'ici les 12 jours restants. Mais je crois que Red Duke Games, qui en est à l'origine, fait rarement des scores qui cassent des pattes à des canards, quoi, hein. D'ailleurs, Azra avait déjà fait l'objet d'une campagne qui avait été annulée, donc bon, ce sera au moins cette fois-ci, ce sera financé, mais sans être un grand succès apparemment. Annulé, 83, 1008 quand même. Ah, pour le Necronomnom, A Cookbook of Eldritch Horror. Jeu de recettes, je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'aller voir. Bref, c'est une toute petite compagnie qui fait des jeux qui font pas des gros cartons non plus quand même, hein. Mais bon, la DA a l'air relativement jolie. Bon, ça a l'air assez basique en termes de gameplay, autant que de DA d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est certainement très cher, puisque aussi peu de contributeurs et autant d'argent. Les illustrations sont quand même pas dégueulasses, hein. Les illustrations sont sympatoches. Oups. Ouais, bon, le bard, l'alchimiste, etc. Ouais, bon, on connaît un petit peu tous ces stéréotypes de fantasy, mais dont on est tous plus ou moins fans quand même, hein. Le sage est classe quand même. Il a dû tuer un cerf millénaire hein, pour avoir des bois comme ça. Bref, je trouve pas le prix. Où est-il le prix? Hein, mais les gars, vous mettez même pas le prix de votre jeu là. C'est évidemment complète pas, les gars. Non, mais en fait, si. Sur la barre de droite, on a toujours le prix. 23 $, ça c'est quoi ça? C'est pour un tapis de néoprène. Mais pourquoi on irait prendre un tapis de néoprène si on n'a pas le jeu? Enfin, un tapis de souris peut-être. Ouais.
Remarque, c'est septembre 2021, c'est très bientôt. Non, mais moi, je veux parler du jeu. 35, tiens, c'est pas cher du tout, du coup. Mais il n'y a que 15 contributeurs. Bah, remarquez, sur 33, c'est déjà la moitié. Mais du coup, où est-ce qu'il est l'argent, là? Où est-ce qu'il est l'argent? Montrez-moi l'argent. 55, il y a 8 contributeurs, 0 contributeur, 2, 0, 0, 0, 0. Ah, d'accord, c'est ça. Il y a 4 contributeurs qui ont pledgé 350 $ chacun. Donc effectivement, là, ça peut justifier la somme assez importante qu'ils ont réussi à recueillir malgré le peu de backers. Alors pourquoi il y a autant de trucs là? 350. Ah d'accord, tu vas bosser avec le créateur du jeu pour ajouter du matériel. D'accord, donc en plus tu payes 350, ils lui demandent de bosser avec eux, tiens. Ah, c'est un petit peu... voilà quoi. Pourquoi pas? Non, mais c'est toujours sympa d'ajouter un petit peu de soi à un jeu qu'on pledge, c'est vrai. Je comprends la logique. Mais bon, après, ce ne sera pas un gros succès visiblement, hein. Passons. Le projet français de la semaine. Ta, 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 ta. Pourquoi j'ai fait ça? Hurricane Wars. Alors oui, bon, le titre est en anglais, évidemment, parce qu'on est sur Kickstarter, mais c'est une société qui nous vient de Paris. Il s'agit de Nothing But Games. Premier projet pour cette jeune compagnie parisienne. Alors, Hurricane Wars, il y a beaucoup de choses à dire sur Hurricane Wars, bien évidemment, sur ce premier projet de Nothing But Games, qui est déjà à 820 contributeurs, donc c'est plutôt un très très joli début de campagne pour Hurricane Wars, bien évidemment disponible en français, vous vous en doutez, puisqu'il s'agit d'un jeu français à la base, de 2 à 4 joueurs, qui vous durera 30 à 45 minutes, comme c'est écrit ici, de 2 à 4 joueurs, mais principalement un jeu de confrontation 1 contre 1, quoi, en gros, hein, avec un playmat qui vient remplacer le tapis de jeu, enfin le plateau de jeu, pardon. Et donc des cartes de toute beauté, hein, comme vous pouvez le voir, la DA est vraiment superbe. Encore une fois, on est sur de la fantasy, de la medieval fantasy, d'assez bon goût, hein, franchement, c'est très 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 joli. On aura ici 4 factions avec des gameplays relativement différents les unes des autres. On a déjà pas mal de stretch goals débloqués qui viennent ajouter un petit peu plus de matériel. C'est un jeu qui, à la base, est relativement peu onéreux pour sa version standard, mais qui va proposer, bien entendu, des niveaux de pledge différents avec des extensions pour chacune des 4 factions qui vont rajouter un petit peu de cartes et donc, bien évidemment, plus de profondeur tactique, mais également un petit peu plus de rejouabilité également. On voit ici les 4 factions, hein, Biertour, Mircourt, Vestour et Whitelands Faction. Donc, chacune de ces factions auront des façons de jouer un petit peu différentes, des approches un petit peu différentes. Alors, vous irez ici drafter, vous allez chercher à conquérir du territoire, enfin, plutôt contrôler des territoires, déplacer un peu certaines de vos cartes pour celles qui sont capables de le faire. Toutes ne seront pas capables de se déplacer sur cette grille. Il y aura bien évidemment de la gestion de main, il y aura bien évidemment du combat entre différentes factions. Voilà, vous aurez une édition Champion. J'ai déjà montré l'édition de standard un peu plus haut, hein, si vous voulez. 61 € pour la version de Champion qui vient intégrer donc le jeu de base plus l'extension Singing Iron, donc l'acier chantant, qui vient ajouter 19 cartes pour chacune des 4 factions, plus Moving Shadow, donc les ombres mouvantes, qui vient là encore ajouter 19 cartes supplémentaires pour chaque faction, soit 38 cartes par faction supplémentaire si vous prenez ce deuxième niveau de pledge, donc qui est le Champion Pledge. Il y avait donc encore un de plus, c'est ça. À 99, le Titan Pledge, qui comprend donc tout ce qu'on a vu précédemment, plus l'extension, le pack d'extension Biertour, qui vient ajouter 3 nouvelles cartes extrêmement puissantes, un playmat propre à cette extension, et puis un guide stratégique apparemment également. Et encore de la nouveauté, 11 cartes foil, donc visuellement un grain particulier visuel, qui seront exclusives à la campagne EKS, des sleeves à foison pour tout sleever, des petits plateaux de joueurs individuels. Et puis vous aurez éventuellement des add-ons si vous voulez vous faire votre propre salade avec les différents niveaux de pledge. Il y a aussi une jauge comme ça de fun qui se remplit petit à petit. Alors, je ne vais pas trop regarder en détail ce que ça va apporter de supplémentaire. L'ADA est vraiment très belle. Le prix de base est
plutôt sympa. C'est pas très onéreux pour se familiariser avec le jeu, même si on est tous tentés d'aller chercher le all-in gameplay parce que voilà, on est tous un peu complétistes sur les bords, peut-être, quoique pas tous, hein. Il y a également un vrai lore derrière. Et le lore, donc c'est l'univers, le background en termes de scénario derrière qui est vraiment présent, hein. D'ailleurs, il est un petit peu décrit ici. Et de ce point de vue-là, c'est quand même assez sympa. J'aime bien toujours avoir de la thématique pour accompagner les mécaniques. C'est toujours quand même plus intéressant que quand c'est un peu trop plaqué sur le jeu. Et de ce point de vue-là, c'est encore assez satisfaisant. Je sais que Xavier s'intéresse pas mal au jeu. Est-ce qu'il va pléger? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que ça me tenterait bien euh, dans l'idéal, enfin, pourquoi pas. Mais on a déjà quelques jeux, lui comme moi, de confrontation un contre un dans ce genre-là. J'ai pas envie de faire de choses trop redondantes, même s'il est très tentant, même si j'ai envie de soutenir un premier projet d'un premier porteur, c'est tentant. Après, en Europe, bien évidemment, pour vous, les frais de port sont pas très conséquents, hein, 9 euros si vous êtes en France ou en Belgique, 10 si vous prenez le all-in. Si vous êtes au Canada, c'était combien? C'était 18, par contre, c'est un poil plus cher, bon, pas non plus trop cher. Pour le Japon, c'est 18 jusqu'à 20, mais on peut éventuellement se faire livrer chez nos parents respectifs pour faire un peu moins cher, donc pourquoi pas. Je suis pas contre l'idée, j'avoue que le jeu a l'air quand même très très sympa. Euh, Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de très nouveau? J'ai un peu peur qu'il soit trop banal, mais il se trouve qu'avec Xavier, on va certainement l'essayer sur Tabletop Simulator, parce qu'apparemment il est disponible dessus. Donc on va certainement l'essayer, se faire un petit avis. Je sens que Xavier est très tenté. Moi, un petit peu moins, mais après tout, je serais prêt à me laisser convaincre. Le jeu n'est pas trop cher. Et en plus de ça, il a une très belle direction artistique. Et malgré tout, 820 contributeurs en quelques jours, c'est plutôt un très joli succès. On continue avec Book of Villainy. Alors, Book of Villainy, alors les vilains de comics, bien évidemment. Alors, c'est un concept assez sympa. C'est pour ça que je l'ai gardé, celui-ci. Il aurait pu passer à la trappe comme certaines autres campagnes. Mais celui-là, je l'ai gardé. D'avoir 240 contributeurs en une semaine, c'est plutôt pas mal déjà. Pour ce petit porteur qui est Gold Seal Games, qui avait fait quelques projets précédemment, qui avaient fait un petit peu de bruit, je pense surtout voilà, à Tricky Tides et plus récemment Kohaku. J'avais pas entendu parler de Cracked Earth par contre, mais bon. Donc Andrew Smith, ce n'est pas lui le créateur du jeu, hein, c'est l'éditeur seulement, pour Book of Villainy, qui est un jeu donc de 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes sur BGG, mais 30 à 45 sur la campagne. Allez savoir. Donc on va dire 45, hein, on va couper la poire en deux, 45 minutes, pour 14 ans et plus. Et alors c'est assez sympa, vous incarnez ici un scélérat, un méchant de comics, qui n'est visiblement pas très doué. Et donc du coup, bah, vous décidez d'écrire un livre sur le fait d'être un méchant plutôt que de véritablement être méchant. Et du coup, c'est assez original. Vous avez ici donc la mécanique principale que l'on retrouve sur certains jeux, qui est en fait la rondelle, euh, qui s'accompagne aussi d'autres mécaniques, bien évidemment, comme la collection, les set collection hein, en anglais, la construction de tableaux, et puis un petit peu de placement d'ouvriers également. Pas de figurines, mais des standees. Bon, c'est peut-être un peu plus écologique. Puis bon, les miniatures, on aime bien, mais est-ce que c'est vraiment toujours très utile? Ouais, quand même, mais pas forcément nécessaire en soi. Alors, 30 $ si je ne m'abuse pour le jeu de base. Alors, vous pourrez regarder un petit peu plus en détail hein, le gameplay. Hein, il va falloir bouger sur la rondelle de lieux disponibles, choisir une action parmi celles proposées, écrire un chapitre pour son livre et ensuite le réorganiser parce que votre éditeur veut un livre en chapitres qui se tiennent, bien évidemment. Vous voyez sur chaque carte également des petits logos ici qui vont certainement se combiner les uns aux autres pour faire des scores plus intéressants. Donc voilà pour ce projet assez original, thématiquement parlant. Peut-être pas en termes de gameplay, mais au moins thématiquement. Ah, j'ai paumé les frais de port. Où étaient-ils les frais de port? Ils sont pas écrits les frais de port? Ah si, j'avais vu que c'était à 12 $. Je l'ai noté quelque part. Par contre, je ne le retrouve plus. Si j'écris shipping. Alors oui, shipping will be charged separately. Ah oui, everywhere else, $12. Donc 8 $ pour les États-Unis, 12 $ pour le reste du monde. Donc 30 pour le jeu
plus 12,42. C'est pas très très cher hein, pour le jeu de base. De toute façon, il n'y a pas de version Deluxe pour l'instant en tout cas. Peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure de la campagne. Thématiquement, ça a l'air assez original. J'aime bien le concept, même si je suis pas très super-héros à la base. Mais justement, le, le contre-pied que ça prend à incarner un méchant un peu raté qui va juste écrire un bouquin sur le fait d'être méchant, c'est original. Pourquoi pas. Bon, je ne pläderai pas très honnêtement parce que ça m'intéresse pas outre mesure, mais j'aime bien l'idée de base. Ensuite, on continue sur Jackpot Payout, encore un jeu qui, moi, personnellement, m'intéresse pas du tout. Du coup, je vais parler très brièvement de ce petit jeu. 56 contributeurs pour l'instant après la première semaine. Bon, ça vend pas du rêve, c'est un jeu de casino en fait qui cache un peu son jeu. C'est un jeu de deck building en fait où vous allez essayer en fait tout simplement de jouer au bandit manchot, c'est les machines à sous, mais vous allez construire votre deck pour avoir de plus en plus de chances de gagner de l'argent. Euh, ouais, bon, moi, le thème m'inspire pas outre mesure. 30 minutes, 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, pour 10 ans et plus. Je sais pas si j'ai envie de faire jouer un jeu de machine à sous à un enfant de 10 ans, mais bon, pourquoi pas. Donc un jeu de Puzzling Pixel Games qui fait des très petites campagnes, hein, si je me souviens bien. J'ai regardé un petit peu. Oh, quand même presque 900 pour Seven Bridges, c'était pas si mal. Sinon, annulé. Ah, 1000 quand même pour The Abandons. Bon, il y a quelques campagnes, pas si mal après tout. Alors donc, comme je le disais, Jackpot Payout, c'est un jeu de casino qui va utiliser la mécanique du deck building. J'aime bien l'effet visuel de- des rouleaux qui défilent comme sur une machine à sous, ça c'est bien reproduit, mais après, j'ai aucun intérêt pour la thématique. Donc il s'agit donc d'un jeu de deck building, comme j'ai pu vous le dire. Vous allez acquérir de plus en plus de pièces qui vous permettront d'aller chercher de nouvelles cartes pour chercher plus de pièces. Ouais, bof, donc il y a un petit peu de push your luck, hein, donc pousser sa chance, donc prise de risque. Le thème n'est pas hyper attrayant pardon, pour moi. Le deck building a l'air assez basique, même s'il y a quelques petits pouvoirs supplémentaires qui peuvent être intéressants. J'ai vu ça rapidement. Bon, c'est pas fou. Il y a un solo, bon, pourquoi pas. Mais le thème m'attirant pas, j'ai pas l'intérêt non plus de jouer un solo sur ce thème-là, du coup. La DA est pas spécialement jolie non plus, quoi. Enfin, l'effet est plutôt bien reproduit, mais au-delà de ça, c'est très classique, ça n'a rien de très spécial. Rapidement, le prix, parce que là j'ai vu le prix pour les retail, mais. Ah voilà. Le jeu est à 37$ avec tous les unlocks, les stretch goals unlocked. Le print and play, bon, ils vous fournissent un print and play avant de recevoir le jeu, ce qui est toujours sympa en attendant la version physique. Bon, 37$. 59 si vous voulez des vraies pièces, parce que c'est quand même plus sympa de jouer avec des vraies pièces dans un jeu de casino. Mais bon, encore une fois, est-ce bien nécessaire? Pas vraiment. Les stretch goals vont pas être légion à mon avis. C'est pas un jeu qui va faire un grand succès. Déjà, s'il arrive à financer, ce serait pas si mal. Il reste 3 semaines quand même, ça devrait pouvoir se faire, mais le début est très poussif. Je suis pas persuadé que ça finance. On verra bien. On continue avec Lonely Undead. Thématique assez intéressante aussi. Vous vous réveillez, vous êtes un zombie dans une petite ville paumée et vous avez envie de vous faire des amis. Vous n'avez pas envie de bouffer des gens, vous avez juste envie de les mordre pour qu'ils deviennent vos amis. C'est marrant. Vous avez un solo et puis vous avez donc le coop qui est le jeu de base apparemment si j'ai bien compris. Ce sera un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, parce que bon, la thématique, c'est des zombies, machin, mais bon, en fait, c'est jouable bien avant ça, à mon avis. 60 à 90 minutes, donc un petit peu long quand même. Ils ont 180 contributeurs, c'est pas un gros début, d'autant qu'ils ont quand même fixé 15 000$ d'objectifs, ce qui est pas rien pour un premier projet de chez Dead Lemon Games qui nous vient de AR, j'imagine que c'est l'Arkansas, peut-être, enfin bref, les États-Unis. Alors la DA est pas fantastique, comme vous pouvez le voir. La thématique est sympa, c'est original, mais la DA est pas très très jolie. Même la boîte, ça vend pas trop du rêve, je trouve. Mais bon, le côté je suis un zombie, je veux me faire des amis en les mordant, ça c'est quand même assez drôle. Alors, on est sur du draft d'action, déplacement de grille, parce que la ville
est une grille sur laquelle vous allez vous déplacer progressivement. Gestion de main, plateau modulaire également qui permettra une certaine rejouabilité. Vous allez poser des tuiles pour, j'imagine, identifier les différents bâtiments. Bon, comme je l'ai déjà dit, hein, la DA, moi, me vend pas du rêve. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas très très joli. Ça a un style propre, certes. Propre, pas dans le sens c'est propre, mais c'est un style unique, disons. Euh, les niveaux de pledge aussi sont pas très attrayants. Et ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez ici l'ensemble des cartes disponibles, les personnages, etc. Un petit peu de matos, pas de miniatures, mais seulement des standees. Et du coup, pourquoi le jeu est aussi cher, entre guillemets? Parce que, vu le matos, je suis pas persuadé que ça vaille 55 $, personnellement. 55 $ pour le jeu de base. Certes, il y a plusieurs modes de jeu dedans. Bon. Il y a quand même un peu d'autres niveaux, je crois. Bon, ça, c'est pour les. Oh, c'est pour en avoir 3, on s'en fout. Là, 200 $ pour avoir son chien dans le jeu, pour identifier votre chien comme une carte du jeu. Je suis jamais très très fan de ces trucs-là, enfin d'avoir son portrait dans le jeu, etc. Si, pourquoi pas, mais à chaque fois ça rajoute un prix fou. Bon, alors j'imagine qu'il faut effectivement une illustration supplémentaire, c'est ça de plus à implémenter dans le jeu, mais quand même ça rajoute un sacré coût supplémentaire. 500 $ pour avoir quoi de plus? Your best friend in the game. Ouais. Et details below. Donc il y aurait des détails supplémentaires. J'ai la flemme de les regarder, je suis désolé. En tout cas, l'intérêt, c'est quand même qu'il y a un solo mode, enfin un mode solo. Il y a un mode coop et il y a un mode compétitif, donc plusieurs modes de jeu. Et également un module Mutated Mode qui vient là également rajouter un petit peu plus de rejouabilité là également, comme c'est précisé ici avec des maps plus modulaires. Un système qui vous permet expansion for solo and co-op scenario campaigns. Ah d'accord, qui vous permet éventuellement j'imagine, de créer vous-même du matériel supplémentaire pour des campagnes, des scénarios solo ou coop. Pourquoi pas. Et créer un niveau plus dense de niveau de jeu pour ceux qui s'intéressent à des jeux un peu plus lourds, plus stratégiques, et pour des jeux un peu plus longs également. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que la modularité du jeu le rend un peu plus attrayant, mais la DA et le prix me rebutent un petit peu. Après, pour être tout à fait honnête, c'est pas un jeu qui m'attirait outre mesure à la base, donc j'y serais pas allé quoi qu'il arrive. Europe, 15 à 25 $ pour le frais de port. Bon, c'est quand même pas donné. Déjà que le jeu lui-même est pas donné. 20 $ pour le Canada. Et pour chez nous, juste par curiosité, 55 à 125 $. Donc, raison de plus pour pas y aller, pour moi en tout cas. Voilà pour ce qui est de Lonely Undead, avec une thématique intéressante, mais bon, un jeu qui n'a pas l'air foufou, quoi. Alors ensuite, Heroes of Barcadia. Alors celui-là, il m'a attiré un petit peu. Je pense pas que j'irai pledger dessus pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite, mais je trouve ça marrant. Alors, pourquoi Heroes of Barcadia, c'est un premier projet pour Rollercrit. C'est ça. Premier projet, mais des gens qui sont dans le milieu depuis quand même pas mal de temps apparemment. Jeu de 2 à 6 joueurs, mais jusqu'à 8 si vous prenez une extension supplémentaire, de 30 à 90 minutes. Et comme vous pouvez vous en apercevoir ici, c'est un jeu à picoler. Mais c'est quand même un vrai jeu. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que souvent, les jeux à picoler ne sont pas des vrais jeux. Là, il y a du vrai matos. C'est un vrai dungeon crawler, mais c'est un jeu à picoler. Alors oui, c'est juste, il y avait 21 ans et plus. Mais ça, c'est bien évidemment fonction de l'âge de la majorité du pays dans lequel vous vivez. En France, ce sera bien rendu 18 ans, voire peut-être même plus jeune si on n'est pas très regardant, quoi. 30 à 90 minutes, j'ai déjà dit. Donc, vous êtes dans un monde de fantasy, là encore, de medieval fantasy, et une horde de monstres a dérobé toutes les boissons du royaume à la veille du plus grand événement, la plus grande beuverie du royaume. Et donc, il faut récupérer les boissons. Voilà. Et truc assez marrant, c'est que le jeu est accompagné de petits verres que vous voyez ici, des verres avec des verres doseurs en fait, hein. Vous avez les doses inscrites et en fait, les petites doses que vous voyez ici, en fait, c'est votre niveau de vie. Donc à chaque fois que vous prendrez une gorgée supplémentaire, vous allez perdre de la vie.
Donc de ce point de vue-là, pardon, je trouve ça assez drôle. Et vous aurez également de la pose de tuiles pour aller construire le parcours, le donjon. Et vous aurez aussi un côté deck building qui vous permettra peut-être de re-remplir un peu votre verre ou je ne sais quoi. Ça a l'air vraiment fun sur le papier. Je ne le prendrai pas, très certainement pas, parce que bah, on se fait très rarement des soirées en fait avec mon groupe de joueurs. On est plutôt sur des journées entières, mais on ne fait pas de soirées jeux où on picole comme ça. J'aimerais bien essayer très honnêtement, ça a l'air sympa comme tout, mais c'est pas trop le type de jeu qui sortirait chez nous malheureusement. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça a l'air marrant. Donc jeu d'ambiance, placement de tuiles, gestion de main, un peu de take that bien évidemment, parce que jeu d'ambiance quand même, hein, dans le fond. Et il y a une VF, donc, alors oui, petit truc marrant aussi, tout est waterproof. Ils ont fait un petit gif avec les cartes, les tokens, etc. mélangés dans de la flotte. C'est waterproof. Et c'est le bienvenu parce que quand même, jeu où on picole, jeu où on va être même amené à poser nos verres de boissons sur certaines tuiles, etc. Il fallait que ce soit waterproof, c'est le cas. Je disais donc il y avait une VF. Il faut que je retrouve ça pour vous parce que sinon ça n'aura pas le même crédit. Mais je vous le dis pour sûr, il y a une version française. Je l'ai vue. Oh, joli le tapis de dés. Très joli. Alors, je l'avais pas vu hier celui-là. Il y a quand même un paquet de add-ons. Ah, le jeu s'y prête bien, faut dire. Voilà, je l'ai trouvé. C'est déjà débloqué. Les niveaux, enfin les différentes langues en fait sont débloquables s'il y a 75 backers ou plus pour chaque pays concerné. Donc là, pour le danois, le hollandais, l'italien, c'est pas encore débloqué, mais pour l'allemand, évidemment que l'allemand est débloqué ça. Euh, Stéréotype, êtes-vous là? Et le français, bien entendu, n'est pas en reste. Donc le français est disponible pour ce petit jeu. Il y a un. Allez, j'allais dire une connerie, pardon, je me suis trompé de campagne. Revenons à nos moutons. Voilà, what's in the box. Alors, vous aurez donc les 6 verres, pardon, 6 verres, parce qu'il y en a 3 visibles, mais il y en a 6 au total. 6 verres, 57 tuiles qui représentent donc les pièces du donjon que vous allez être amené à parcourir, des tokens assez jolis en plastique, de pièges, des cartes de loot, donc des cartes de récompense après avoir gagné un combat, j'imagine. First Aid, joli le petit jeu de mots. First Aid, les trousses de soins de premier secours, là qui est remplacé par Thirst Aid, donc aide à la soif. Des cartes de référence, ok, des power-up, donc des augmentations de pouvoir, disons. Des dés pas très jolis, mais qui peuvent être remplacés par des dés beaucoup plus sympas. On verra ça en bas. Les pledge tiers, alors oui, les différents niveaux de pledge, 60 $ pour le jeu de base. Bon, c'est un petit peu cher, mais vous avez des verres quand même dedans. C'est pas rien. Donc 80 si vous voulez le add-on qui est ici le Party Pack qui vous permet d'ajouter 2 joueurs supplémentaires. Bon, pourquoi pas. Champion of Barcadia pour avoir une version digitale sur Roll20. Party Hard in Barcadia, là encore l'extension pour 2 joueurs de plus la version digitale, plus tous les stretch goals. Ensuite, Lord of Barcadia pour 1500 $. Là, par contre, ça commence à douiller sévèrement. Alors, pourquoi ça coûte aussi cher? Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, il y aura un petit plus de matos, il y aura un décapsuleur, il y aura des pailles avec des doseurs dessus, il y aura le tapis de dés et il y aura une pièce de métal. Et il y aura aussi un monstre customisé à votre image ou à l'image de quelque chose que vous aurez choisi, en fait. Mais ça fait quand même très, très cher. Très, très, très cher. Je doute que beaucoup de gens s'y soient aventurés. 1500, juste par curiosité. J'ai toujours cette curiosité un peu malsaine de regarder. 0 contributeur, bien évidemment. King of Barcadia, 2500 $. Je vais même pas regarder ce qu'il y a dedans de plus. Je vais juste regarder combien de contributeurs. 2. Ah, quand même. 2 contributeurs qui ont mis 2500 $ sur ce jeu. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et c'est tant mieux. Ok. Alors ouais, donc le how to play, bah, on va picoler bien évidemment, hein. On va choisir une boisson. Bah, vous pouvez tout à fait jouer avec des boissons non alcoolisées après tout, hein, rien n'est interdit. Vous allez construire votre donjon en mettant les tuiles à l'envers. Ensuite, chaque joueur va récupérer 3 cartes de loot et un dé 20. Et ensuite, on commence la partie et on va avancer sur les différentes tuiles
pour découvrir ce qu'il s'y trouve. On va tabasser des boss, on va perdre des points de vie qui nous forceront à boire, à picoler. On va utiliser des cartes de loot pour avoir des boosts, pour avoir des pouvoirs supplémentaires, etc. The drink horde is hiding somewhere in the dungeon. Donc, ouais, la la horde de la boisson. La horde de la boisson se cache quelque part dans le donjon sur une tuile secrète que vous allez devoir découvrir et devoir le maraver pour pouvoir gagner la partie, j'imagine. Donc, tiens, pourquoi les amis de Frodon? Ah non, c'est peut-être même Frodon et Sam, je ne sais pas, qui sont présents là. Alors, vous avez bien évidemment déjà quelques stretch goals. Les add-ons, donc vous avez cette petite pièce en métal pour résoudre les conflits entre les joueurs apparemment. Des cartes de power-up supplémentaires. Des tuiles supplémentaires, bien entendu, avec des monstres supplémentaires. Un sac pour mélanger les jetons, j'imagine. Ah, pour retenir les jetons, d'accord, parce que c'est tous les mêmes de toute façon, les jetons. Donc, pas grand intérêt. On peut avoir les jetons de trap, pas en plastique, mais en bois. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Les dés, voilà, les dés améliorés qui sont quand même beaucoup plus jolis, avec un petit effet un peu scintillant, plus sympa. Mais bon, après, c'est du pimp. Donc voilà, le party pack pour avoir 2 joueurs supplémentaires, les pailles, avec les niveaux de vie affichés. Ceci dit, comment vous faites pour boire et regarder en même temps le niveau de vie? C'est pas hyper pratique. Et d'ailleurs, ça me donne soif tout ça. Un playmat. Est-ce que le playmat lui aussi est waterproof? Telle est la question. Enfin bref, petit jeu d'ambiance et de boisson très très sympa avec un très joli tapis de dés, comme j'ai dit tout à l'heure, façon cuir ou cuir véritable. C'est pas précisé. Non, c'est pas précisé, mais en tout cas, il est très joli. Donc voilà, je trouve que ce petit jeu d'ambiance, au moins, a le mérite d'être un vrai jeu, en plus d'être un jeu d'ambiance. Et j'aimerais bien l'essayer. Ça a l'air très très fun, je trouve. Je doute, que je pledge, hein, je doute pledger là-dessus. Je pense très honnêtement pas pledger, mais s'il y avait un jeu d'ambiance, de boisson sur lequel je pourrais pledger, ce serait peut-être celui-là. Alors ensuite, parce c'est pas le tout, on n'a pas fini encore. On passe à Blooming Industry pour les fans des tulipes et de Hollande. Alors Blooming Industry qui nous vient de Zachary White, qui vient d'Angleterre, je crois. Ah non, Denver. Pas le dernier dinosaure, hein, l'autre, dans le Colorado. Ah oui, c'est le UK, c'est UX. C'est pour ça que je pensais que c'était UK, donc Angleterre. Donc projet américain, mais visiblement en Hollande. Hein, le jeu lui-même, thématiquement, les tulipes, les canaux, ça fait très hollandais. Alors, justement, où était-il dans mes notes? Blooming Industry. Alors voilà, Blooming Industry. Donc on est sur un jeu de 2 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes pour 8 ans et plus. Et vous êtes, comment dirais-je, vous cultivez des tulipes. Et ça tombe bien, l'industrie de la tulipe est en plein boom, spéculatif notamment. Et donc, bah, c'est le moment de frapper le fer tant qu'il est encore chaud, comme le dit l'expression ici. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un jeu de placement de tuiles, mais également de pose d'ouvriers, de déplacement et de construction de formes à travers les différentes tuiles que vous allez superposer les unes aux autres, et avec donc ces petits ouvriers que vous allez placer sur certaines de ces tuiles qui peuvent en accueillir. Vous avez aussi des petits bateaux pour transporter vos tulipes, vos stocks de tulipes. Voilà, voilà. C'est assez joli visuellement. Bon, c'est très très coloré. Bon, les tulipes sont des petits cubes, c'est pas très très joli, mais il y a un add-on ou un stretch goal qui permet d'avoir des ressources qui ont vraiment une forme de tulipe. C'est quand même plus sympatoche. Alors, le niveau de base, voilà, ça. 38$ pour le niveau de base, avec 80 tuiles, qui vous permet d'avoir donc pour chacune d'elles des canaux et des tulipes, du coup, des différentes parcelles de tulipes. Vous pouvez les recouvrir les unes les autres, même s'il y a, comme vous pourrez le voir ici, certaines règles à ne pas, comment dirais-je, enfin, à respecter, des règles à respecter. Je ne sais plus parler, mais vous le savez déjà. Des tokens, des reference cards, ok. Alors ça, c'est si vous en voulez 2. Alors vous pouvez avoir un jeu qu'ils ont précédemment édité en plus, mais bon, aucun rapport, hein, c'est sur le Bushido, donc le Japon, comme souvent sur
Kickstarter. Voilà. 15 000 $, vous pourrez donc avoir une upgrade transformant les cubes en véritables tulipes. Enfin, vous me comprenez, en petits morceaux de bois ressemblant à des tulipes. Voilà. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de version autre que la version de base, hein, me semble-t-il. C'est 35 pour 38 pardon, ou 70 si vous en prenez deux, c'est tout. D'accord. Les frais de port étaient où? Voilà, ils étaient là. Union européenne, 15 à 18 dollars, donc c'est pas excessif, même si c'est pas donné compte tenu du prix de base du jeu. 17 pour le Canada, bon, c'est plus ou moins kiff-kiff. Et chez nous, 28 à 35, c'est quand même un petit peu cher vu le prix du jeu. Voilà pour ce joli petit jeu, visuellement parlant en tout cas, qui est donc Blooming Industry. Avec un petit peu de côté de, comment dire, de spéculation aussi. Hein. Il va falloir vendre les tuiles à leur prix le plus haut, selon les couleurs des tuiles, etc. De la demande. Enfin, bref. On continue avec Skeptics. Skeptics sur un jeu d'investigation paranormale de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour environ 1 heure. Alors, vous allez explorer des lieux potentiellement hantés avec votre équipe pour prouver qu'ils le sont véritablement hantés. Alors, il s'agit d'un jeu de coop avec une DA, ma foi, relativement jolie, qui donne un petit effet phosphorescent, même si j'ai pas l'impression qu'il le soit véritablement, mais c'est l'impression que ça donne visuellement. Pas mal de jets de dés également, apparemment, de l'exploration, comme vous vous en doutez, dans les jeux d'investigation de ce genre, il y a souvent un petit peu d'exploration, et des déplacements, bien évidemment, puisque qui dit exploration dit déplacement sur la map. D'ailleurs, le tableau sera double face. Vous aurez deux maps disponibles d'office. Alors, par contre, oui, un petit peu le matériel. Tiens, j'avais pas vu le Ghost Bone, qui est assez joli. Le matériel est assez joli. J'aime bien les cartes. Les dés, bon, très très carrés, sans petits bouts arrondis, c'est un petit peu dommage. Bon, ça, c'est une question de point de vue. Le matériel est assez joli. J'aime bien. Je descends un petit peu pour essayer de trouver les prix, parce qu'il me semble que c'était un des points faibles que j'avais relevé. Les stretch goals pour l'instant ne sont pas très très importants, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai même pas vu combien de contributeurs il y avait, combien 300 presque. Il reste quasiment un mois, donc vous avez largement le temps de vous pencher sur le sujet. Alors, les prix, parce que je les ai pas vus. Bon, on va passer sur la barre de droite directement, ça ira plus vite. Alors, 50 $ pour le pledge de base. Ouais, c'est un petit peu cher. Pas excessif, mais un peu cher. J'aurais bien dit 40-45, mais 50 d'un coup, bon, ça me semble un tout petit peu cher, même si vous aurez une carte postale de remerciement. Voilà. 100 $ si vous voulez le pledge Master Paranormal Investigator, qui va vous ajouter, en plus du jeu de base, la possibilité de jouer avec le créateur du jeu. Ouais. C'est une expérience sympa, mais de la mettre 50 $ de plus, je suis pas sûr. Alors, Canada, 27 $ les frais de port. Ouh, ça pique. Europe, 23. Ok. Asie, 31. Bon, les frais de port sont pas donnés non plus. Sauf si vous êtes évidemment aux USA ou en Angleterre aussi, bizarrement. Bref, un petit jeu qui, là encore, a pas l'air de casser trois pattes à un canard. Je vais trouver d'autres animaux parce que c'est un peu redondant sinon. Ça casse pas trois pattes à un bipède. Voilà. Pour Skeptics, même si le début est plutôt pas mal, ma foi. Même si à 279, ils sont pas encore financés malgré tout, mais ça va venir. Là, je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera financé. On continue sur Deliverance, qui est peut-être le coup de cœur de la semaine. Pas spécialement pour moi, mais je veux dire sur Kickstarter, parmi les nouveaux projets qui sont apparus, c'est peut-être le coup de cœur de la semaine. Alors, on est sur un jeu qui nécessite de ne pas être totalement en aversion totale vis-à-vis de la religion, puisque là, il s'agit du combat entre les anges et les démons dans la région catholique, clairement. Non, chrétienne. Ouais. Disons qu'on va pas faire la différence, même s'il y en a une. Alors, donc, Deliverance avec une DA assez particulière, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu de 1 à 4 avec un vrai solo apparemment, 4 ans et plus, de 1 à 2 heures, et ça nous vient de San Diego en Californie. Andrew Lowen qui a fait son premier projet en tant que créateur de jeux de société, mais qui à la base était le patron, le PDG
de Next Level Web qui en fait aidait d'autres compagnies à faire des campagnes Kickstarter. Donc ils ont participé notamment à je sais pas, Elder Scrolls, Star Trek, Fallout, Conan, Dune, Star Realms, etc. Pour des campagnes KS. Et donc là, ils se lancent eux-mêmes sur la création de jeux. Donc voilà. Alors Deliverance, en termes de mécanique, bah, c'est un jeu de coop en campagne avec de l'escarmouche. Hein, vous allez tataner des démons avec du draft, de l'évolution de personnages. Hein, vos personnages vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Les aventures sont, attention, rejouables totalement. Ce n'est pas une campagne unique. Vous allez pouvoir les rejouer plusieurs fois. Et vous aurez aussi des pouvoirs uniques selon j'allais dire divinité, mais enfin l'archange que vous aurez choisi. L'archange ou l'ange, d'ailleurs, je ne sais plus. Il faudra regarder ensemble. Alors, j'ai même pas parlé de la thématique à proprement parler. Enfin, vous avez vu qu'il y avait des anges et des démons, certes, mais en fait, vous revêtez votre costume ici de guerrier angélique et vous découvrirez le mystère de l'obsession démonique qui s'est emparée de la petite bourgade de Fallbrook. Et vous allez tataner des démons. Tataner des démons. C'est pas facile à prononcer, ça. On dirait un virlang. Tataner des démons. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le pledge de base est à 59 $, ce qui n'est pas très très cher. Vous aurez des standees plutôt que des miniatures. Certains préfèrent, d'autres non. Moi, j'ai rien contre les standees, mais c'est vrai que si tu as le choix, bon, les miniatures, c'est quand même plus sympa, même si visuellement, les standees sont plutôt très jolis. Le plateau du village donc, de Fallbrook, qui va accueillir des tuiles supplémentaires, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est ici, je ne sais plus. On va voir. 5 anges de base, vous aurez, c'est un peu petit, Christine, Michael, Shula, Sardius et Gabriel. Le mode solo, qui s'appelle apparemment Intercessor. Et tout le contenu du jeu est jouable en solo. Donc ça, c'est plutôt sympa. Des talents angéliques. Ok. Des minions, donc des sous-fifres, entre guillemets, démoniaques. Des cartes de talent démoniques, bien évidemment. Des Fallen Princes, donc certainement des anciens archanges qui sont, bah oui, bah, Baal, comme vous pouvez le voir, Hérode, c'est relativement connu pour les gens qui s'intéressent à ce genre de thématique. Donc des archanges déchus, si je puis dire. Ensuite, bon, tout un tas de cartes de combat, des trésors, bien évidemment, hein, on a du loot, des petits tokens pour différents effets, des tokens un petit peu plus larges pour des effets qu'on imagine un peu plus puissants, tout un tas de petites cartes, de dés, etc. Voilà, on passe au deuxième niveau de pledge qui est à 89, donc 30 $ de plus, mais cette fois-ci, vous allez avoir des figurines en plus. Vous allez également avoir de nouveaux personnages jouables, 3 je crois. Voilà, c'est ça. Azrael, nouvel ange, Uriel également, et Miko, qui n'est pas encore débloqué, ceci dit, et tout laisse à penser que parmi les stretch goals suivants, il y aura certainement d'autres anges qui viendront s'ajouter à ce deuxième niveau de pledge qui viendra ajouter encore un peu plus de valeur à la version Deluxe. Toujours les dés, les compteurs de points de vie qui n'étaient pas dans la version de base, un insert qui là encore n'était pas dans la version de base, donc là encore ça rajoute pas mal de valeur au pledge Deluxe qui trouve vraiment un intérêt prononcé dans cet insert et les personnages supplémentaires. Sinon, vous avez le all-in, bien évidemment, à 150. Là, ça commence à peser un peu de la maille. Alors, bien sûr, tout le contenu précédent, hein, les miniatures, etc., plus une pièce d'initiative en métal, plus des tokens de métal pour le courage, donc une quinzaine en métal, très joli. Un tapis de néoprène pour le village de Fallbrook, assez grand. Waouh, il est vraiment très grand, non? 1 mètre par 68 centimètres. Il est costaud. Donc un petit rendu visuel des différentes pièces, où vous aurez ensuite des niveaux de pledge un peu pétés du cul. 750 $ pour le Angel Investor. C'est pas le dernier niveau, attention. Là, vous aurez tout ce qu'il y avait précédemment, mais apparemment, oui, les miniatures seront peintes à la main professionnellement, par des professionnels de la peinture. Et c'est vrai que ça a beaucoup plus de gueule. Mais après, j'imagine que ceux d'entre vous qui sont intéressés par les miniatures, euh, beaucoup d'entre vous sont certainement déjà eux-mêmes peintres amateurs de miniatures, donc pourquoi pas le faire soi-même quand même. La différence est vraiment énorme, juste pour avoir
des miniatures prépeintes. Je trouve ça vraiment cher. Même si j'imagine que ça prend beaucoup de temps de peindre en ayant une qualité de cette sorte. Le niveau supplémentaire dont je parlais, 1499, on est sur 1500 $ là, donc ce Archangel Investor. Alors, qu'est-ce qui nous fournit de plus celui-ci? Donc, toujours les miniatures prépeintes, plus un artwork apparemment de votre choix, signé de la main de l'artiste, plus un prototype signé par le créateur du jeu. Bon, ok. Et puis vous aurez votre nom dans le livret de règles. Ouais, ouais. Bon. Bon, de toute façon, les gens qui vont choisir ce genre de pledge ont les moyens de se jeter dessus, mais pour le commun des mortels, je trouve que thématiquement ça rejoint bien le jeu. Pour le commun des mortels, ça n'a pas grand intérêt, très honnêtement. Donc, moi, au vu des stretch goals et des exclusivités, si ça vous intéresse, j'irai très très clairement sur le Deluxe Edition. 30 $ de plus, certes, mais plus de personnages, des miniatures, l'insert en plastique. Donc, moi, je dis, c'est certainement le pledge qui vaut le plus le coup. Ensuite, bon, là, vous avez tout le descriptif d'une partie, hein, de ce que ça peut comporter en termes de thématique, de mécanique, etc. On va pas trop rentrer dans le sujet pour l'instant, peut-être un peu plus la semaine prochaine, si je vois que ça en intéresse certains. Alors, vous avez quelques reviews déjà qui sont parues, notamment One Stop Co-op Shop, qui est, comme le nom l'indique, spécialisé dans les jeux coop ou solo, et qui prétend backer le jeu Day One, première journée. Donc, il l'a certainement déjà fait. Dice Tower qui disait quoi ouais, qu'on a vraiment l'impression de se retrouver à la tête d'une armée d'anges légendaires et qu'il adore ça. Ok, mais bon, ça ne nous dit pas grand-chose sur les mécaniques à proprement parler, mais c'est déjà un a priori très positif. Highly Tactical Game, donc un jeu très tactique. J'ai été agréablement surpris par la qualité des mécaniques et par l'artwork, on parle de la direction artistique, le tout crée donc une expérience très amusante et comment dirais-je, enthousiasmante et challenging, donc un vrai challenge en termes de gameplay également. Donc plutôt des très bonnes critiques. La DA est assez spéciale, j'ai pas vraiment abordé, je l'ai dit un tout petit peu en début d'intervention. Et juste si vous regardez les illustrations en tant que telles, je suis pas fan. Elles sont pas vilaines, hein, mais je sais pas. Je trouve les dessins assez moyens. Pour un projet qui semble avoir une ampleur assez conséquente, je trouve les dessins moyens. Après, les miniatures ont l'air plus jolies bizarrement. Alors que j'imagine que c'est la même personne qui en est à l'origine. Après, on les voit pas en gros plan non plus, hein, vous me direz. Mais les figurines me semblent un peu plus jolies que les dessins eux-mêmes, ce qui est assez étrange. Mais bon, après, ça, encore une fois, DA, c'est une question de point de vue, hein, une question de goût. Revenons-en au frais de port, parce que j'en étais à peu près là, je crois. Ouais, voilà, les frais de port sont ici. Alors, pour le... Voilà, Belgique, France, voilà, c'est ici. Belgique, France, 23 pour le jeu de base, 23 pour le jeu de Deluxe, donc encore une raison de plus de prendre le Deluxe. 30 si vous voulez le All-in. Bon, c'est pas une énorme différence, mais 45 $ chez nous. Ah non, JP, c'est là, 25. Oh, non, j'ai rien dit. 25, c'est pas non plus trop excessif. Canada, c'était où Canada, 19, un tout petit peu moins cher. D'accord. Voilà, donc ma foi, un projet assez sympa, même si, comme vous pouvez le voir encore une fois ici, je trouve que la DA est un peu bizarre. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est fait par quelqu'un qui dessine bien, mais qui est amateur. J'y connais rien, hein, je dessine comme un pied. Donc je ne saurais lui lancer la pierre, mais disons que je trouve ça pas fou graphiquement parlant. Par contre, le tableau, les cartes sont plutôt jolies, mais c'est juste les personnages quoi, qui me plaisent pas outre mesure, quoi. Ah, j'ai encore répété outre mesure. Bref, je trouve que c'est un projet intéressant. J'irai certainement pas. Il faut que je me plonge un peu plus dedans pour voir un peu plus les détails. Mais c'est intéressant. On passe à Edict, Solar Contention. Alors, ils ont un peu augmenté depuis tout à l'heure déjà. Ils étaient à 170 quand j'ai regardé avant de commencer la vidéo, 193. Donc, c'est un petit peu augmenté pour Content, Edict, Contact. Il est là, voilà. Edict, Solar Contention. Second projet
de la compagnie Edward and Alistair. C'est deux personnes qui ont créé le jeu, c'est pas la compagnie. La compagnie, c'est Parachute Card Game, j'imagine. Ah non, Roguestone Games. D'accord, Roguestone Games. Apparemment, je crois que c'est un père et son fils qui l'ont fait. Il y avait une photo des deux créateurs à la fin. On s'en fout un peu, honnêtement, mais c'est juste pour le fun. Comme un air de famille, non? Je crois que c'est un père et son fils. Mais de toute façon, il y a le même nom de famille. Donc, oui, j'imagine que c'est ça ou un oncle, je sais pas. Bref, on s'en fout. Alors, quoi qu'il en soit, Edict, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir ici, qui se passe dans l'espace. Alors, ils appellent ça un 4X. Donc, vous avez l'habitude des 4X avec explorer, expand, exterminer, enfin bref, tout ça. Là, c'est un 4X également, mais pas avec les mêmes sens apportés à chacun des quatre mots. Ici, il va falloir explorer, exploiter, s'étendre et exporter. Donc, on est bien plus dans une dimension économique du jeu, puisqu'il va falloir en fait construire votre empire commercial à travers le système solaire. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, comme vous le voyez ici, entre 100 et 180 minutes. Ça, je crois que j'ai été chopé ça sur BGG, c'était pas écrit ici, me semble-t-il. Bref, 100 à 180 minutes, donc assez long, 14 ans et plus. Alors, les mécaniques, on est sur du déplacement. Vous allez avoir des énormes cartes de l'espace qui sont voilà, ici notamment. Et il y en a d'autres un peu plus bas, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, sur des micro-tuiles sur lesquelles vous allez vous déplacer, bien évidemment. Ensuite, de la course, parce que c'est un jeu de course avant tout, même si ce n'est pas de la course pour franchir une ligne d'arrivée, mais pour atteindre un objectif plutôt. Il y a un arbre de technologie apparemment également. Il y a un certain côté asymétrique selon la corporation que vous allez choisir, parce que plusieurs corporations sont disponibles. Et des bonus de fin de partie, bien évidemment, pour aller ajouter un petit peu de sel à la partie. Alors, parmi les corporations disponibles, si vous êtes parmi les early birds, donc les premiers contributeurs, vous allez voir Space Y et non pas SpaceX avec Elon Musk. Alors, je ne suis pas sûr que le droit à l'image ait été respecté ici. Je ne suis pas persuadé que Elon Musk ait fourni son accord pour ça. Voilà, bon, vous avez déjà un aperçu de la qualité visuelle des plateaux de corporation. C'est pas très beau, c'est très pixelisé. Bon, après SpaceX qui devient Space Y, ça pourquoi pas, on s'en fout. L'utilisation du nom de Elon Musk également, je trouve ça un peu bizarre. Donc, vous aurez plusieurs compagnies comme ça avec des noms légèrement modifiés. Allison qui va remplacer Amazon, Kremlin Collective. Là, je crois que c'est même pas un jeu de mots, c'est le Kremlin, quoi, je sais pas. L'OPEC, et non pas l'OPEC, attention. Last of the Oil Producing Export Countries. Donc, d'accord, comment dirais-je, une sorte de conglomérat des derniers pays exportateurs de pétrole. D'accord. L'Assemblée solaire des Nations Unies, de l'Assemblée solaire, en gros. Wunderkind Co. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a une sorte de parallèle avec quelque chose de la réalité? Je ne sais pas. Bref, vous voyez quand même visuellement, c'est pas fou. Hein, c'est pas très joli. Ça, j'aime bien, par contre, le Solar Lab. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je vous avouerai que je ne me suis pas plongé dans le jeu, parce que visuellement, je trouve ça assez vilain. Alors, la boîte de jeu est jolie, honnêtement. Je trouve ça plutôt beau. Mais alors, même le plateau, en fait, la DA est pas vilaine. Mais c'est vraiment les plateaux de corporation que je trouve, je sais pas, assez dégueulasses. C'est vraiment pas très joli. Bref, DA que je trouve un petit peu dégueu personnellement. Les add-ons sont marrants, ceci dit, hein, pour le naming, parce que je crois que vous allez pouvoir vous aussi ajouter des noms à certaines des corporations qui ne sont pas encore nommées, si je me souviens bien. Je crois avoir vu ça quelque part. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà, en add-on, vous allez pouvoir nommer certaines localisations dans le système solaire. Vous allez pouvoir également, il y a quand même 450 possibilités de naming, il y a quand même 450 lieux à nommer. Vous pourrez également donner le nom que vous souhaitez à des découvertes. Mais je crois qu'il y avait encore un dernier truc, non? Non, c'est peut-être tout. Donc c'est assez marrant de pouvoir ajouter comme ça des noms. C'est encore une fois très gadget, ça sert pas à grand chose, mais c'est marrant. Ensuite, il me semble que par contre le prix n'était pas spécialement
très très cher. On va d'abord regarder les shipping parce que j'y suis déjà. Les shipping étaient plutôt sympas aussi, je crois. Canada 15 livres, pas dollars. Mais en fait, ça c'est le prix que ça leur coûtera à eux. Mais votre coût pour vous, il est ici à droite. Ce sera finalement beaucoup moins cher. Ils font un effort sur le shipping, ce qui fait que si vous êtes au Canada, vous paierez 5 dollars, enfin 5 livres, pardon. Si vous êtes en Europe, enfin Union européenne, 8. Au Canada, c'était où? 5, j'ai déjà dit. Union européenne 8 et chez nous 15. Bon, voilà. Et alors, c'était combien par contre les niveaux de pledge? C'était plus haut. Je les avais vus ici. 60 dollars pour le jeu de base. 70, qu'est-ce que ça va rajouter 70, c'est pas dollars, c'est des livres toujours, hein, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. 84 dollars ou 70 euros pour le jeu de base. 81 euros pour le mode Explorer qui vient ajouter des petites boîtes de plastique pour mieux organiser votre jeu. Pioneer Edict, qu'est-ce que ça fait ça? Stainless Steel Etched Solar Lab. Ah oui, le Solar Lab, le petit objet que je trouvais joli qui vient en acier. Ok. Black Velvet Instrument Bag, donc un petit sac en. Ah, velvet, comment dit-on ça en français déjà? En velours? Oui, c'est ça, je crois. Qui vient enfin, accueillir les différentes petites, les petits tokens qui sont ici. Rien de très 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 intéressant en soi. Et donc les add-ons qui vous permettent de faire du naming un petit peu dans le jeu. Voilà. Pour Addict, si ça vous intéresse, un 4X qui n'est pas un 4X dans le sens habituel du terme. De ce point de vue-là, c'est assez original. Par contre, la DA des corpos est quand même assez dégueulasse. Et je ne sais pas s'ils ont vraiment le droit à l'image pour utiliser Elon Musk. Mais bon, ça n'a aucune importance en soi. Je suis pas convaincu par le jeu très personnellement, mais après, si on aime le genre et l'univers, pourquoi pas. On passe rapidement sur Overstocked, pardon. 258 contributeurs pour ce premier projet de Play for Keeps de Londres, en Angleterre, il y a également un Londres aux États-Unis. Alors, petit jeu de collection de jouets des 90s, donc des années 90. En fait, vous allez devoir là aussi faire de la spéculation dans ce petit jeu de stock. Hein, vous allez essayer de collecter donc des toupies, des Tamagotchi, des petites peluches et autres ours en peluche. En fait, il va falloir rester à l'affût des jouets les plus populaires sur le marché actuellement pour les stocker et faire grimper la valeur de votre collection au fur et à mesure. Chaque joueur va faire grimper la valeur de tel ou tel jouet et va comment dire, former sa propre collection en regardant bien évidemment le prix de chacun des jouets actuellement présents au centre de la table. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs avec encore une fois un véritable solo pour environ 20 minutes, très très court donc, et 6 ans et plus, donc plutôt abordable, mais avec également comment dire, une certaine modularité qui permettra de jouer avec des joueurs un peu plus expérimentés, disons un peu plus adultes. Bref. Voilà, donc on est sur de la pose de tuiles, de la spéculation, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, de la gestion de main, de la création de collection, et on est sur un jeu pas très très cher, comme vous pouvez le voir ici, 23 dollars pour le jeu de base. Vous avez également une extension déjà fournie, j'ai l'impression. Il me semble que c'est d'entrée de jeu dans le pledge. Hein. Ouais, c'est bien ça, me semble-t-il. Ah d'accord, 23 dollars ou 16 livres. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait deux chiffres différents. Ok, donc vraiment pas très très cher. De ce point de vue-là, c'est plutôt sympa. En plus, le jeu est assez mignon, comme vous pouvez le voir ici, mais en plus de ça, c'est assez, quand même assez malin. J'avais vu une brève vidéo de gameplay, mais la façon dont vous allez au centre de la table définir la popularité de tel ou tel jouet en les ajoutant, enfin, en ajoutant certaines de vos cartes au centre de la carte, au centre de la table, pardon, et ensuite ajouter des cartes à votre coin de jeu en construisant votre propre collection. Il y a aussi des petits logos ici de ouvriers que vous ne pourrez pas recouvrir parce que les autres cases, vous pourrez les recouvrir pour ajouter, réorienter, réorganiser votre collection au fur et à mesure. Euh, donc de ce point de vue-là, je trouve ça plus malin que ça ne pourrait le faire penser à première vue. Il y a plusieurs choses assez sympas. Il y a aussi le petit numéro qui apparaît en haut de la carte, qui a son importance
qui va influer sur l'ordre de jeu à chaque tour. La personne qui aura le chiffre le plus bas au moment de chacun choisir la carte qu'on va mettre en jeu sur ce tour-là prendra précédence sur les autres joueurs. Par exemple, le 4 jouera avant le 11 ou avant le 20. Donc, il faudra essayer de déduire, est-ce que je suis premier selon la carte que je vais poser? Il va y avoir un petit peu de prise de risque. Je suis le numéro 6, est-ce que je vais être premier ou non? Conséquemment, est-ce que je vais ajouter ma carte au centre de la table pour faire gonfler ou pour au contraire faire diminuer la valeur de tel ou tel jouet? Ou est-ce que je le mets dans ma zone de jeu à moi pour augmenter ma collection, recouvrir tel ou tel jouet déjà présent, en faisant attention aux petits logos de workers qui sont présents? Donc non, c'est quand même relativement malin, ça a l'air plutôt sympa. Bon, ça m'attire pas plus que ça, très honnêtement, parce que l'univers visuel et le type de jeu, c'est pas spécialement mon truc, mais je suis agréablement surpris parce que j'en attendais vraiment rien et qu'au final, ça a l'air quand même plus sympa que je ne l'imaginais. Il y a aussi un petit twist, si vous avez une collection avec énormément du même jouet, finalement, vous aurez des points négatifs contrairement à ce qu'on aurait pu penser au préalable. Parce qu'ici, on vous disait que justement, vous allez faire beaucoup de points. Attention, ceci dit, si vous avez uniquement la même, une zone complètement remplie de même type de jouet, par contre, vous allez perdre des points, etc. Donc voilà, c'est un jeu plus malin qu'il n'y paraît à première vue. Avec une extension qui permet aussi d'ajouter un petit peu plus d'intérêt pour les joueurs les joueurs habitués à des jeux un peu plus lourds. Et une variante plus avancée également en plus, et une variante solitaire, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un mode solo. Voilà pour ce petit jeu qu'est Overstoked. 260 contributeurs, c'est presque financé déjà. Petit jeu surprenant, mine de rien, j'en attendais rien, et puis finalement ça a l'air assez sympa. Le thème m'intéresse pas, c'est autre chose, peut-être que ça vous satisfera plus. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a encore fait une vidéo relativement longue, mais il y avait beaucoup de projets cette semaine. J'espère que ça se calmera encore cette semaine, mais j'ai l'impression de dire ça un peu chaque semaine, très honnêtement. Peut-être que je vais couper un peu plus de projets moins intéressants au fur et à mesure des semaines pour essayer de faire vraiment quelque chose de plus proche d'une heure, parce que j'aurais du mal à tenir comme ça chaque semaine pendant 1 an, 2 ans à faire 1h30, 2 heures, plus un petit peu de montage à chaque fois. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner bien évidemment. Hein, comme vous voyez, je suis très triste d'avoir fait moins de vues la semaine dernière que la semaine précédente. Mais bon, c'est pas grave, on continuera malgré vent et tempêtes. Allez, sur ce, merci à tous et à la prochaine. Ouh, c'est très flou aujourd'hui. Pas mieux. Voilà, mieux. Allez, je pense que j'aurais déjà coupé, mais peut-être pas après tout. Peut-être que je vais laisser ce petit passage d'intimité. Allez, ciao.